Allô Michael. Allô? Salut. Salut. Alors bienvenue pour ton podcast du mois de septembre avec Superphysique. Donc je vais comme maintenant récapituler de quoi on va parler. Donc le sommaire. Donc on a eu Olympia le week-end dernier. Donc on va essayer de faire le point. On a vu qu'on avait un nouveau champion. On va aussi parler de la blessure de Branch. Il y a un mec qui veut savoir ce qu'il en est. La déchéance de Milos. Donc là, on a vu récemment une photo de Milos qui faisait un peu peur. Ah bon, je sais pas, j'ai pas vu Ah, alors. t'as pas vu? Bah, je vais te raconter après alors. Il a fui, il a fui les États-Unis, mais Et on me demande aussi les entraîneurs qui semblent les plus compétents au niveau pro. Et donc après, on va faire un podcast spécial entraînement parce qu'il y a eu une tonne de questions là-dessus. Et donc ça nous permet d'annoncer en fait qu'on fera des podcasts un peu plus régulièrement. Donc la prochaine fois, on parlera plus de diète et on verra les autres questions qui sont posées. Donc c'est parti pour ce podcast. Donc on a eu l'Olympia le week-end dernier, on a vu la victoire de Phil Heath. Qu'est-ce que t'en penses? C'est un bon représentant? bah, j'espère, ouais. Cutler, on commençait à l'avoir assez vu, et puis Kai Green, ça vaut mieux qu'il soit pas le représentant des culturaux. Bah, j'ai trouvé que Kai Green n'était pas arrivé très en forme, là je l'ai vu troisième, mais pour moi il méritait pas la troisième place, quoi, comparé à d'habitude. Moi, je Non? sais pas, c'est difficile de savoir par photo et par vidéo. Souvent, il y a des surprises par rapport aux mecs qui sont présents. C'est un peu comme Freeman. Freeman, quand tu le vois en photo, en vidéo, il fait moyen, mais quand tu l'as en face de toi, il a un muscle qui fait vachement naturel, donc il domine vachement tout le monde, quoi. Ouais, mais après sur scène il rend pas Freeman par exemple. Et sur scène, tu l'as déjà vu sur scène ou t'as vu juste, je t'ai Bah les dit, photos, je vois les ah photos. ouais, c'est super trompeur. Il y a des gars, tu les vois. Ah, mais ce que tu dis, Freeman il devrait finir devant les autres mecs alors vu que déjà c'est pratiquement le plus grand et le plus lourd presque. Ouais, non, mais c'est pas ça, mais bah non, mais, justement, en général, l'IFBB, ils aiment pas les mecs qui font naturel. Et il y en a un autre qui est comme ça, c'est je sais pas s'il est pas il vient de gagner. Euh, il avait gagné une compétition Antoine ou je sais plus comment il s'appelle. Vaillant? Non, pas Ah du non. tout. Ah, tu me dis un mec qui Non, paraît naturel, à quoi un Canadien? je sais plus si, mais il a un nom, c'est un prénom. Un noir qui a un muscle qui fait très Ah naturel. ouais, putain merde, je vois plus son nom. Ouais, Ah, t'as raison. il était dans les choux. En tout au tout, il était dans les choux alors que il a un muscle qui fait vraiment naturel, qui est agréable quoi. Et Il fait puis, pas tout gonflé aux stéroïdes. Mais ça passe pas. ouais, donc là, Phil, comme il est arrivé vachement en forme quand même pour Olympia, on peut dire. Ben ouais non mais il était bien, c'est sûr qu'il est, il a Regarde. refait toutes ses poses et tout. Il était vachement moi, je l'ai trouvé plus gros que l'année dernière, si on compare les photos. Ouais, c'est un peu bizarre parce que on dirait qu'il a un meilleur abdomen, mais on dirait qu'il a pris de la largeur de taille aussi Ouais, bah quoi. c'est ce que j'ai remarqué aussi, parce qu'il y a un mec qui a mis les deux photos de l'année, je me suis dit, putain, il paraît plus sec, plus dur et tout, mais la taille, en fait, c'est élargi, quoi. Mais C'était moins le ventre rond, mais plus large. l'année dernière, il était malade aussi, je crois que c'était cette année-là. Bon, là, il a gagné, Cutler fait deux. Bon, troisième Kai Green, ouais, comme je dis, il est pas aussi strié que d'habitude, quoi, là, sur les photos. D'habitude, il est archi strié, on voit ses cuisses, Enfin, c'est son pas dos. parce que il s'est toujours planté à Olympia, donc c'est sa meilleure forme à Olympia. Et puis là où il était le mieux, c'est quand il a gagné l'Arnold, je crois que c'est la première fois. Donc il est pas encore revenu à ce niveau-là. Ah, mais comment ça fait que les mecs, ils arrivent pas à enchaîner, Bah, il y a beaucoup une question de chance aussi sur le timing. Hein. comment Si- ça? Bah non, mais sur le timing de préparation pour être super en forme à une heure très précise. Regarde Cutler, et il l'a été une fois en 2001, puis jamais plus ça s'est reproduit quoi. Ouais, enfin bon là, Cutler, on l'a vu vachement amoindri, on avait l'impression qu'il s'avait même injecté un truc dans le biceps, là. Ouais, mais ça m'étonnerait pas. Ouais. Toi, tu disais que c'était quoi, un anti-inflammatoire? Bah, c'est possible, et puis il y a encore d'autres trucs, parce que quand il est en double biceps devant, la forme du biceps a changé, alors qu'elle aurait pas dû. En double biceps dos, d'accord, mais il a un pic de biceps super étonnant en double biceps devant.
Donc t'as des doutes sur, sur ce qu'il y a dedans. Non, mais là, il a dû mettre quelque chose pour masquer ou et puis c'est ça qui a dû faire un hématome énorme. Mais c'est Parce vrai, que ce qu'on voit là en fait, c'est que de plus en plus de pros se blessent quand même. Avant c'était moins courant quoi que les mecs se blessent. non, c'est pas moins courant, c'est que les mecs en parlaient pas. Ah c'est même pas qu'ils en parlent, c'est que ça se voit, ça nous saute à la gueule quoi. Ah, ça te saute à la gueule parce que je l'ai dit, mais aux États-Unis, je peux te dire que les mecs ils sont encore en train de se demander s'il était blessé ou non. Ah bah Cutler tu vois bien. Hein. Ah, tu le vois bien, tu regardes sur les forums américains, il y a des mecs qui disent que non, c'est rien du tout, ça va se remettre. Après sur un Kai Green comme tu montres dans ta vidéo là sur ton site, c'est moins flagrant. Là faut vraiment C'est moins flagrant parce que j'ai pas les photos qu'il faut. Là où on le voyait vachement, c'est quand ça venait d'arriver. Les photos étaient sur Muscular Development, mais ils ont retiré. C'est quand il venait de passer pro, ça se voit beaucoup là. justement il y a Branch il a pas fait Olympia, il s'est niqué, c'est ça? Ouais, enfin il s'est écroulé sous son poids en fait, Comment il s'est écroulé sous son poids? un peu comme les éléphants où il y a des vaches comme ça, ils ont tellement fait grossir les vaches que elles se cassent les pattes arrière tellement elles sont lourdes. Mais non, mais tu fais un faux pas. Imagine, tu prends un sac à dos de 30 kilos, puis tu fais un faux pas, tu vas voir que c'est la catastrophe, hein. C'est comme ça qu'il s'est niqué, c'est en marchant En glissant, ouais. Ah bah Lyon. Il y en a un qui s'était niqué pareil, c'était At Hartwood. Pareil le quad, il s'était niqué? Ouais. Ah, Artatwood c'est pas celui qui est mort là? Si, mais il s'était niqué le quad comme ça, un faux pas, et puis tu t'écroules sous ton poids, quoi. Ouais, c'est dingue quand même de s'arracher comme ça, hein, sous ton poids. Et non, je te dis, mets un sac de 30 kilos, tu fais un faux pas, tu vas voir ce qui se passe. Bah je sais pas, pour moi ça tient. Bah non, ça tiendra pas, hein. Ah bah attends, ça veut dire que c'est vachement fragile. Ah non, tu t'écroules sous ton poids, et bah non, c'est pas spécialement fragile, mais tout d'un coup, t'as un poids gigantesque en porte-à-faux. Donc, bah voilà. C'est pour ça que quand je vois Cutler qui saute de scène jusqu'en bas, je me dis, mais il est fou, le mec, quoi. Attends, on voit plein de sportifs, des mecs par exemple dans les NFL qui sautent Mais, partout. attends, les mecs, ils leur mettent 50 kilos dans la vue. À 50 kilos, c'est toi qui le dis, hein. Ah, c'est à peu près ça. Je Ouais. regardais les mecs NFL, toi, ils font un 90, 110, 120 kilos, quoi, les mecs, quand même. Les mecs en NFL, ils sont toujours blessés, je te signale. Ouais, il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup qui tiennent aussi. Mm. Donc là, on pourrait dire que les meilleurs tiennent quand même en body. Ils sont tous aux antidouleurs. Et justement, ça me rappelle, donc ça me fait parler de Milos, là, on l'a vu, bah justement, ouais, si, tu l'as vu la photo, c'est quand il est dans je sais plus quel pays, les cheveux tout blancs, la gueule, j'ai Bah, non, mais l'impression qu'il a pris 10 ans. je crois qu'il a fui les États-Unis, d'après ce que je comprends. Il était pris dans un trafic, non? C'était ça l'histoire? Bah, je sais pas. Non, mais ça, il y a longtemps. Non, mais il a fait une espèce de faillite, et puis les autres ont porté plainte. Tu sais, ses anciens partenaires De la salle, là? Ah ouais, ont dû porter plainte contre lui. Il avait plus le droit d'aller à la salle, il y a été. Il s'est fait arrêter une fois, il y est retourné, il s'est fait arrêter 2 fois. Donc aux États-Unis, alors je sais pas où ça en est exactement, mais 3 arrestations, ça devient pas bon du tout là-bas. Donc il s'est barré quoi. Donc il est Ouais. en Suède ou en Norvège, un truc comme ça. Attends, on a vu sa gueule, il fait peur, hein. Là, le Ouais. mec, c'est rare qu'on voit des pros vieillir et tout comme ça, mais lui, d'un coup, il a pris 10 ans, quoi. Ah non, parce que tu l'avais pas vu. Un, tu l'avais pas vu depuis longtemps, puis deux, il a eu, je sais pas si tu te souviens, il a eu un accident en faisant une cascade. Ouais, c'est vrai, je me souviens. Il a été brûlé vif. Tiens, donc pour enchaîner là, quels sont les entraîneurs à l'heure actuelle chez les pros qui te semblent compétents? Ben, je sais pas, faut remonter un peu l'historique de ce qu'on appelle un entraîneur ou un préparateur. Historiquement, non mais historiquement dans les années 80, c'était tous les mecs qui revendaient les anabos, qui entre guillemets préparaient les mecs. Ce qui est un peu logique parce que quand le mec il va acheter des anabos à un mec et qu'il y connaît pas trop, à qui tu demandes des conseils, ben tu demandes des conseils au mec qui te l'a revendu. T'espères que c'est un peu comme tu vas chez Darty, tu demandes conseil au vendeur quoi. Donc bah, c'est parti de là, en gros, les mecs qui refourguaient les anabos, tout d'un coup, ils se sont dit, bah je peux, comment, Faut je préparer peux, le mec, quoi. non, mais je peux, faire augmenter mes bénéfices en faisant plus que de lui revendre des trucs, en lui vendant des conseils et de préparation
Pareil, imagine le mec qui en a jamais pris. Donc il se dit ouais mais alors comment faut que je m'entraîne un peu différemment. Alors l'autre il lui explique. Là, tu t'entraînes un peu plus, tu fais ci, tu fais ça, puis attention, tu manges pas ça, tu manges des hydrates, tu vas gonfler comme un ballon, etc. quoi. Donc le mec il a de plus en plus de contact avec tous ceux qui en prennent, donc il fait des constatations, faut pas faire ci, faut pas faire ça, donc il donne des conseils. Mais enfin c'est pas parce que le mec il revend des anabos qu'il est forcément le plus finot de la bande quoi. Et je veux dire que les mecs comme Sean Nichols, Aceto et tout, c'est des anciens dealers? Bah assez tôt, non, lui il a un parcours un tout petit peu plus mais je parle de Dan Duquesne et compagnie, puis après il a fait des émules, mais tous les autres ont pris des anabos et puis ils sont partis de là. Je crois que le seul effectivement qui a fait des études c'est Aceto. Et puis après Aceto il a été au comment Védère, moi je voulais y aller quand j'étais jeune, mais c'est bête, ça n'existe plus, mais ça faisait rêver à l'époque. Il faisait des universités d'été pendant une semaine. Tu te pointais dans une université aux États-Unis, puis il y avait plein de champions. Tu t'entraînais avec eux. On voit d'ailleurs une vidéo que j'avais de Tom Platt comme ça. Ouais, je me souviens plus, si tu l'as mis. On le voit on le voit faire des dips. Il se met, il est sur un banc, etc. C'était pris à cette université là, donc assez tôt. Il a fait ses premières armes là, puis après il a écrit dans Muscle and Fitness. Mais je sais pas si tu l'écoutes toutes les semaines sur Eric Muscle, mais il vaut pas un clou assez tôt. Non, j'écoute pas, il raconte que des Oh la conneries. vache. Ah oui, la vache. Et à chaque fois, il se fait quand même moucher par Palumbo. C'est gravos quoi, ses connaissances. C'est, tu vois, il s'est arrêté dans les années 70 en poids, en nutrition, etc. Alors après, c'est différent, toi, parce que le nutritionniste, bon, il faut qu'il ait de bonnes connaissances, mais il faut qu'il ait un œil. Alors peut-être que assez tôt, il a un bon œil pour voir comment le mec il évolue, quoi. À partir du moment où le mec il commence à perdre trop de muscles, il lui dit de remanger, etc. quoi. Donc et puis bon, bah Charles Glass, ouais, Charles Glass, je pense que il a commencé avec les produits pour les autres, et puis après ça, il a développé, il s'est aperçu que ça sert à rien de se faire arrêter. Je me demande s'il a pas été arrêté d'ailleurs à l'époque. Et puis après, il s'est dit que c'était moins risqué de faire personal trainer que... Et donc en fait, tu veux dire qu'il y a que lui qui est entraîneur, quoi. Bah, étant, il est entraîneur de mes deux, quand même, hein. Tu vois les mecs, il va leur développer des pathologies gravos, hein. Ouais, bah je vois bien, quand on regardait les DVD Muscle Time là, à l'époque, ils leur faisaient tous le même entraînement, mais... Bah ouais, non, c'est pas Muscle Time, c'était les, Bataille Si, pour Olympia, ouais. si, aussi les Muscle Time, quand il faudrait comparer vidéo Denis James, après Gunther, même entraînement PEC, quoi. Ouais, voilà, bah, avec Gunther, c'était sur, c'était Gunther, le deuxième qui était entraîné pareil, ouais, c'est vrai, il y avait une Muscle Time, et puis, l'autre, ouais, non, c'était pas Battle pour Olympia, ouais. Donc, tu vois, le mec, après, je sais plus qui l'entraînait dans un pareil, dans un Muscle Time, c'est Ouais, la ouais, même chose. ils entraînaient et quasiment le même truc, le même entraînement, ouais. Ouais, il se faisait pas chier, le mec. Même Ah, technique, même tout, ouais. et Ouais, donc, ouais. y a qui comme entraîneur, alors? Chez les pros. Enfin, alors, je sais pas si le mec qui Cutler avait dit que c'était un entraîneur, c'était celui qui l'entraîne, comment il s'appelle Rambo, là? ouais, Rambod. Il a dit qu'il avait vachement travaillé avec Phil Heath sur l'entraînement, alors que lui n'avait pas travaillé avec lui avec l'entraînement. Attends, Rambo, là, c'est le mec qui dit de faire du Et, FST, là. ouais, Un truc à la con, là. il y a lui comme entraîneur. Non, mais le FST, là, c'est le truc où tu fais, genre, je sais plus, 6 ou 7 séries avec 30 secondes de récup, quoi. Pour finir, ouais. Ouais. Bon, c'est pas plus bête qu'autre chose, hein, mais Non, mais bon, tu peux pas... j'aime bien pour une fois que Cutler était franc. En gros, il disait qu'il s'était très peu entraîné suivant la méthode Rambod, alors que dans les vidéos, etc., il disait qu'il suivait sa méthode. Et je sais pas si t'avais eu le scandale avec Eric Delorio. Ah non, j'avais pas vu. Bah si, parce que Eric Delorio, il avait été interviewé et le titre de l'interview, c'était l'entraîneur de Cutler. Et ça a fait scandale parce que je suis sûr que l'autre, il a un méga contrat avec Rambod et il pouvait pas laisser dire qu'un autre l'entraînait, quoi. Parce que, à la base, c'est ton mec, là, qui entraîne Cutler? Delorio, bah c'est le Canadien, ouais. C'est pas son pote qui s'entraîne avec lui dans les DVD, ça?
Si, mais c'est un mec, il est entraîneur je crois qu'il est entraîneur au Gold Gym, le mec, on le voit souvent. Ouais, bah c'est ça. Je me demande s'il est pas avec Yamagishi aussi. Parce que ce mec-là, je crois que je l'ai croisé quand j'y étais. C'est possible, les mecs qui sont là-bas en permanence, c'est leur métier de faire personal trainer. Donc, sous le couvert de personal trainer, il y a aussi des gros business et des accords entre les mecs dont on n'a pas idée. Je sais pas quel est l'accord avec entre Rambod Les et Cutler. Cutler. Oh, donc au final, la question, quel est le meilleur entraîneur du moment chez les pros? Il y en a pas, c'est ça? Bah, je sais pas, non, mais il doit bien y avoir des mecs un peu finaux, mais le meilleur entraîneur, c'est pas celui qui paraît de donner des résultats très vite. C'est aussi le mec qui va faire que ta carrière elle va durer parce que tu vas pas te développer des pathologies à la con, quoi. Regarde Cutler, bah là, il est en train d'être arrêté par une blessure. Ah, ça fait un moment qu'il est arrêté par sa blessure. Ouais, non, mais là, ça va lui déstabiliser l'épaule et c'est le début de la fin, quoi. Ah, de toute façon, il était en bout de course, Cutler, là. Ah ouais, mais il aurait pu gagner là, s'il avait pas eu cette histoire de biceps, je pense qu'il aurait pu gagner quand même. Là. Ouais, c'est vrai que Cutler, en fait, quand tu le vois tout seul sur scène, hein, je reviens là-dessus, parce que tu le vois arriver, tu dis, ouais, bon, il est pas très en forme, quoi. Puis tu le mets à côté des autres, au final, il est plutôt Ah bon, ouais, quoi. ouais. Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'il se plante il perd beaucoup dans la dernière semaine, parce que je sais pas si t'as vu la photo Ouais, il où, était super, quoi, la taille fine et tout. non mais, ouais, t'as vu cette photo dans les vestiaires, là? Ouais, attends, tu vois là-dessus, tu dis, bon, bah, il a gagné d'avance, quoi. Les épaules striées, la Il taille est, bien rentrée, les abdos et tout. il a des gros pecs, alors que tu le vois toujours arriver sur scène, il y a plus de pecs. Bah, ouais, sur la photo, il était top, comme mais j'ai comme l'impression que les mecs, même pareil, tu voyais, il y a Freeman qui avait foutu une photo juste avant. Les mecs, quand ils font leurs photos dans leur salle, ou dans leur chambre et tout, ils sont mieux que sur scène, quoi. Ouais, non, mais parce qu'ils ont pas encore séché tout ce qu'il faut. Ouais, il paraît déjà vachement sec, quoi, aussi. Mais ouais, d'accord, mais les dernières semaines, ils perdent beaucoup et Cutler, c'est flagrant qu'il perd énormément la dernière semaine, quoi, pour être sec. Ah, pour être sec, peut-être même pas plus sec que sur la photo, quoi. Je sais pas, si on les voyait comme ça sur scène, on se dirait, mais il a même pas fait son régime, ça se trouve. Non, mais faut se méfier. Ah, c'est vrai que l'éclairage sur scène est vachement très. Ouais, non, mais faut se méfier je t'ai dit, faut se méfier des photos, quoi. T'as l'impression que le mec, il est super, et puis, bah, celui qui était le spécialiste était Dennis James. Ah ouais, bah c'est vrai que... Tu voyais avant, et tu te disais, mais ce mec-là, il va éclater tout le monde, quoi. Puis il arrivait, tu disais, bah merde, il a tout paumé. Où il a mis ses muscles. Ouais, quand même pas. Non, mais c'est pas facile. Donc, Les dernières semaines, c'est pour ça les mecs des fois ils sont vachement mieux le lendemain. pour en revenir à la question, quel entraîneur te semble le plus compétent? Je sais pas. Il y en a pas. Non, mais De connus, quoi. je les connais pas tous les mecs. Il y en a. Mais dans les plus connus, il y en a aucun que tu juges. Je sais pas. Non, mais j'avais déjà dit, un bon entraîneur, c'est celui qui fait que le mec il s'entraîne. Là où Charles Glass il était fort, c'est que des mecs comme Flex Wheeler qui avaient du mal à venir s'entraîner, il les faisait s'entraîner tous les jours, quoi. Ça c'est le premier pas d'un bon entraîneur. Le mec qui motive le champion pour qu'il s'entraîne alors qu'il est crevé et qu'il aurait pas envie de s'entraîner, etc. C'est déjà c'est ça le bon entraîneur, j'allais dire. Mais ouais, comme il n'y a pas de star, de ceux qu'on connaît, quoi, qui est bon entraîneur, quoi, en gros. Après, je sais pas ce que je te dis. Moi, pour moi, un bon entraîneur, c'est le mec qui fait que le mec il vient s'entraîner. C'est ça parce que si le mec t'as beau être le meilleur entraîneur du monde, si le mec il veut pas s'entraîner avec toi, je te dis Charles Glass avec tous les mecs qui ont du mal à s'entraîner, et ils viennent quand même, quoi. C'est ça qui est un bon entraîneur. Donc, pour l'instant, on a que Charles Glass, les autres, c'est tous des dealers. Non, mais regarde tous les mecs qui font confiance à celui de New York là, je sais même plus le nom. Ah ouais, Vine derrière? Non, mais non. L'autre de Merde. New York. C'est qui t'appelle l'autre de New York? Celui qui fait Branch et compagnie. Là. Merde, celui qui s'est tiré dessus. Ah, je les appelle. Bah, dis-moi ceux qu'il a préparé avant. Bah, je te dis, c'est lui qui fait Branch, c'est lui qui a fait Kai Green cette année.
Ça me parle pas. Je localise pas les mecs. Non, c'est Georges quelque chose. C'est pas Foreman, mais Fais voir si je clique. c'est le champion. Le champion, là, on en parlait l'autre jour. Genre. Georges Farah. Ah, Farah, ah ouais, l'autre pourri, là. Bah, le pourri, je trouve qu'il est bien pour ce qui lui est arrivé, quoi. Ah, il était rempli de syndromes dans les biceps, le mec. Ouais, mais il aurait dû être coupé en deux au niveau du tronc. Ouais, Hein. non, mais c'est bien qu'il soit revenu et tout, mais bon, le mec, il vient sur scène, déjà, il charnait comme un mulin, et en plus, il fout du synthol. Bah ouais. Et en plus, il avait des moyens de pression contre les juges pour avoir des bons classements, le mec. Mec, Donc, ouais, non, c'était pas... il arrive à faire que... arrive à envoyer des mecs en forme quand même. Puis il y en a d'autres, Moubarak aussi. Ah mais il y en a plein des mecs qui... Mais les mecs se spécialisent plus dans la diète que dans l'entraînement, quoi. Dans l'entraînement, c'est pas juste... l'entraînement, c'est... Alors évidemment, tu peux constater par rapport à ton entraînement, etc. Mais les mecs n'ont pas étudié l'anatomie et la kinésiologie, quoi. Et la plupart du temps, ils vont développer des pathologies aux mecs, et les autres vont pas faire la relation, donc ils vont pas les mettre en cause, mais c'est marrant, comme j'avais dit l'autre jour, je sais pas, on en a parlé de la mort d'Atoud ou? Non. Bah non, comme c'est récent, on n'en avait pas parlé encore. Donc, parce que quand je l'avais vu à Paris, c'était le premier qui me disait qu'il s'était, enfin, pour moi, c'était nouveau, mais alors, ça fait, le salon, c'était encore à Vincennes. Donc, Ouais, c'était un 2004 ou 2005. ouais, donc, c'était pas, alors j'allais dire il y a 10 ans, non, mais quand même pas, mais il y a presque 10 ans, donc je lui avais dit, mais parce qu'à l'époque, pour remonter en arrière, donc Atoud, il était préparé par Chad Nichols, il avait gagné, il était passé pro grâce à Chad, enfin grâce entre guillemets, sous les conseils de Chad Nichols, et après, je sais pas si tu te souviens, j'étais incapable de retrouver ses photos, il avait fait des photos avant-après, il était devenu énorme. Ouais, bah je me souviens qu'il était énorme. On voyait son canapé dans le fond, mais j'étais incapable de retrouver ses photos. Il avait explosé, il avait gagné son premier concours pro. Ouais, je me souviens qu'il avait gagné, je sais plus, c'est pour le New York Pro ou un truc du genre. Non, c'était au Canada, je crois. De mémoire, c'était le Toronto, alors. Ouais, c'était un grand prix comme ça. Et il avait gagné, donc on s'est dit, oh la vache, ça va être le nouveau, Yates à l'époque. Ouais, je me souviens, c'est ce qu'on disait, on disait ouais, il s'entraîne dur et tout. Ouais, non, mais même, je veux dire, l'évolution qu'il avait eue en quelques mois, entre guillemets, grâce à Chad Nichols, on s'était dit, mais... Et puis, donc, je parle avec lui, puis il me dit, je m'entraîne plus avec Chad Nichols. Enfin, je sais pas où je le savais, qu'il s'entraînait plus avec Chad Nichols. Alors, je lui ai posé la question, mais c'est quand même bizarre, pourquoi tu t'entraînes plus avec Chad Nichols? Ben, il me dit, Chad Nichols, tu l'appelles, il répond jamais, impossible de le contacter. Ah bon, mais alors et c'est là qu'il m'avait dit comment je m'entraîne avec Farah. Donc bah bon, et puis il me dit Farah, il en sait au moins autant que Chad Nichols. Donc ces histoires de préparateurs, c'est comme Palumbo, comme il parle beaucoup, pareil, il a un podcast toutes les semaines. Enfin, il en a même deux, donc il parle beaucoup. Et puis il y avait une question une fois, c'est alors Freeman, il en est où puisque c'est toi qui le prépare. Et Palumbo, il a dit, je sais pas si je le prépare parce que ça fait plusieurs mois que j'ai pas eu de ses nouvelles. Donc tu vois, c'est ça, un tel te prépare, tu sais jamais dans quelle mesure. C'est marrant que les mecs soient pas sérieux, c'est bizarre. Bah non, mais comment, ils savaient même pas s'ils préparaient parce que les mecs, ils vont voir un mec, ils vont en voir un autre, ils vont voir un tel, ils vont voir un autre, etc. C'est ça, préparateur, c'est pour ça. Après, celui qui récupère les lauriers du préparateur, parce que Chad Nichols, c'est quand même celui qui a flingué le plus de monde. Hein. Je sais pas si on en avait parlé une fois. Ouais, si, on en avait déjà parlé. Il est arrivé à des mecs super en forme. C'était Coleman en 2001, c'est ça. Coleman en 2001. À l'Arnold, il avait la forme de sa vie, et puis après il a mis 2 ans à se remettre de sa préparation quand même. Hein. Ouais, mais regarde, tu me dis Kai Green c'est la même chose là, il est en super forme, mais après il met 2 ans aussi. Hein. Bah non, mais avec l'autre là, je crois qu'il est pas très bon, le papy. Pareil, pourquoi il est préparateur, c'est parce que c'est son copain, hein, le vieux.
c'est un mec qui traînait dans la même salle que Kai Green et ils se sont rencontrés très jeunes et puis ils se sont C'est bien le petit gros, là. Oscar Harden. Ouais, tu dis le vieux, il a pas l'air si vieux, Ah c'est bon? un petit Ouais, je sais gros. pas, il m'a l'air vieux, mais c'est pour ça, c'est Kai Green qui l'a mis sur orbite, mais en fait, le mec, il l'a surtout flingué sur ses préparations que plus que aidé. Mais bon, mais... Donc ça l'a mis sur orbite. Pour en venir à Shane Nichols, il a flingué pas mal de monde, et donc à Hartwood, donc il a explosé d'un coup, puis après il est devenu tout pourri, et Nasser il a fait ça pareil, il a explosé, puis après il est devenu tout pourri. King Kamali, on en avait parlé déjà, il a explosé, puis après il est devenu tout pourri. Coleman, ça a failli lui arriver, il a mis 2 ans, et Coleman il doit être solide, hein, le bonhomme. Mais il a mis 2 ans à s'en remettre hein, d'une préparation avec Shane Nichols. Donc faut voir ça aussi. Hein. Signé avec Shane Nichols et prévoyé 2 ans de repos. Et attends, c'est pour ça que t'entends de moins en moins de mecs qui font Shane Nichols aussi. Enfin lui il veut passer à autre chose, mais les préparateurs sont pas forcément très doux. Hein. C'est pour ça que les mecs en changent. Mais Palumbo il est censé préparer 200 mecs par an en moyenne. 200 mecs. Ouais. Donc je parlais avec un mec au salon qui était entre guillemets suivi par évidemment, je crois qu'il avait payé $400 ou un truc comme ça. Il envoie sa photo, puis l'autre, il lui renvoie en message, bah c'est bien, continue, quoi. C'est ce niveau-là. Ah, ça vaut le coup, dis donc. Bah pour 400, ouais, le mec était pas content. Hein. Ah, tu m'étonnes, hein, il paye $400, au moins le mec, Ouais, mais $400, c'est rien du tout, tu peux c'est pas... pourquoi, c'est pour l'année? Non, mais ça devait être pour une prépa de 2 mois ou un truc comme ça, tu peux pas espérer que le mec, il passe des heures et des heures sur toi, puis 200 mecs, il est fait à la chaîne, quoi. Ah, tu fais quoi, 200 mecs à $400, le mec? Ouais, bah... 80 000. Comment ouais parce qu'il me disait que comment alors le mec il était un peu inquiet sur il disait qu'il n'allait pas être en forme alors il envoie ça le message à Palumbo puis il dit la réponse c'est si toi t'es inquiet moi aussi je suis inquiet. Ouais, il était pas content mais le mec il peut pas faire 200 personnes comme ça il passait des heures plus s'occuper de son site plus machin donc Ah, mais dans ce cas, il prend moins de monde. attends, il faut moins de monde, tu peux pas. Les mecs, ils vont pas dépenser des 1000 et des cents pour. Parce qu'il disait là, il y a un mec qui est devenu pro, qui sponsorise et qui prépare. Tu sais, le mec qui a gagné l'overall au Nord-Amérique. Ouais, j'ai pas suivi. Je sais plus qui c'est, qui est pas mal d'ailleurs. Et Palumbo disait, alors il y a un mec qui dit, t'as dû gagner de l'argent. Il dit non non, il m'en a coûté parce que je lui ai payé l'hôtel, je lui ai payé le voyage. Euh, bah oui, parce que je te dis, il y a un business du préparateur, c'est ça que les gens voient pas. Ouais. L'autre, c'est Juan Morel. Ouais, je vois qui c'est. Juan Morel qui a gagné le Nord-Amérique catégorie qui passe pro. Bah ouais, parce que entre guillemets le préparateur, pour lui c'est prestigieux d'avoir un client comme ça qui passe pro quoi. Ça lui en donne 20-30 derrière. Ouais, c'était comme Charles Glass quand il entraînait un pro, et ce qu'il avait derrière, quoi. Ouais, je me demande s'il les entraîne pas gratos. Et pour de la pub, après, pour récupérer des mecs de moindre niveau, etc. Donc c'est le business du préparateur, les mecs n'ont aucune idée de tout ce qu'il y a. Tu te dis, ah, il le prépare et tout, mais tu sais jamais si c'est lui qui le prépare ou pas. Et puis deux, il y a des business, je suis sûr que, comme on disait, entre Rambod et Cutler, il y a des accords commerciaux dont t'as aucune idée, donc tout ce business, c'est pas... Faut pas le prendre au pied de la lettre pour le mec en se disant ah lui c'est un super préparateur. Bon. Donc méfiance vis-à-vis de ça. Bon bah, maintenant qu'on a bien abordé les pros, on va attaquer la partie entraînement de ce podcast. Donc il y a une tonne de questions. Donc première question. Est-ce qu'un entraînement de plus de 1h30 est trop long? Donc tu sais, il y avait toujours le débat de dire quand c'est trop long, le taux de testo diminue, blablabla. Ah, mais j'avais dit que là c'est bidon l'histoire du coup. Je sais pas si je l'ai mis dans la méthode de la vie 2 mais... Ah je sais plus mais donc il y a un mec qui demande s'il y a des nouvelles études ou... Non, mais il y avait cette étude que j'aime bien par rapport à des sprinteurs
Bon, le sprint, ça s'apparente beaucoup à la musculation parce que c'est très violent sur une période de moins de 45 secondes, donc c'est la durée d'une série. Et cette étude, elle est bien parce qu'ils ont pris deux types de sprinteurs, enfin pas des débutants purs, mais des jeunes sprinteurs et des sprinteurs chevronnés. Donc ils les ont fait courir 45 secondes. Et en 45 secondes, chez les jeunes, ça leur a lancé les couilles, donc ils se sont mis à produire de la testo. Et chez l'élite, euh, ils ont pareil 45 secondes, ils ont fait un sprint 45 secondes et ça leur a lancé les couilles, mais leur taux de testo n'a pas bougé. Et ils me demandent s'il n'était pas descendu d'ailleurs. Ouais, je crois qu'il était descendu, je crois que tu l'avais mis dans le monde du muscle, ce truc-là. Ouais. Donc c'est une étude assez intéressante pour montrer que cette histoire de déjà en moins d'une minute tu peux avoir ton taux de testostérone qui monte ou qui descend suivant ton niveau d'entraînement. Donc après que ce soit 1 heure ou 2 heures, si en 45 secondes, donc faut pas juger la durée de son entraînement trop par rapport à la sécrétion de testostérone. Ah, donc j'en profite pour rebondir, tu le juges par rapport à quoi alors? Non mais déjà si t'es crevé puis si tu récupères du truc quoi. Ça sert à rien de t'entraîner 2 heures si après t'es crevé pendant. Ouais, mais c'est vrai que souvent tu es dans les bouquins, les conneries là. Ouais. Et les bouquins. On retrouve toujours les trucs dans les magazines. Ah, ceci augmente le taux de GH, donc c'est super. Ceci augmente le Ouais. taux de testo, c'est super. Tu vois, ils nous prennent un facteur à la con, un truc individuel pour nous dire, ah, ça c'est super, faut essayer, quoi. Surtout la GH, hein, faut s'en méfier comme la peste. Quoi. Bah là, la testo aussi, là, de ce que tu nous dis aussi. Ouais, non En mais. fait, toutes les hormones prises individuellement, en fait, c'est de la connerie, quoi. Ouais, non mais les hormones, le problème des hormones, c'est la moitié de la question, parce qu'il faut voir la réceptivité de ces hormones. Si tu arrives à faire monter, ce qui est le plus important, plus que le niveau de testostérone, c'est la densité des récepteurs sur tes muscles. Donc même si ton taux de testostérone il descend un peu, mais si tu arrives à augmenter la réceptivité, enfin le nombre de récepteurs de testostérone sur tes muscles, c'est beaucoup plus intéressant. Ouais, mais bon, là-dessus, il y a aucun, c'est pas par l'entraînement ou... Ah si, je parle Ouais, entraînement. mais je veux dire, on a aucun moyen d'accentuer ça, quoi. Ah, on connaît pas encore, mais il y en a sûrement aussi. Par l'entraînement, tu crois? Ah bah bien sûr, hein. Bien sûr, par l'entraînement. J'avais fait toute une série d'articles là-dessus. Ouais, je me souviens de l'article sur l'autophosphorylation. Ouais, aussi, parce que visiblement ils arrivent à s'auto-activer tout seul, un peu comme les récepteurs d'insuline. Donc sans testo, quoi. Donc c'est la question du spécialiste. Bah ouais, non mais après là ça devient, on n'a pas beaucoup de données là-dessus, mais c'est des trucs qui doivent être possibles. Donc c'est pour ça. Puis pareil, la GH, faut se méfier. Les gens sont encore avec les vieilles notions. La GH c'est super, mais la GH c'est facile de la faire monter. Il faut que t'arrêtes de manger. Et si la GH est anabolisante, t'arrêtes de manger, tu vas devenir énorme. Bah, les mecs ils se sont pas dit que dans le raisonnement il y avait un truc qui allait pas. Bah non mais c'est parce que le problème c'est qu'il n'y a pas une GH, il y a plein de types de GH. Ouais, Et ça la t'avait montré, GH, il y a plusieurs sécrétions, quoi. Ça peut être local ou général, quoi. ça peut être local et général, mais c'est surtout que la GH qui sort en cas d'hypoglycémie, c'est une hormone de contre-régulation, c'est une hormone catabolisante. C'est ça que les gens ils comprennent pas. Ça dépasse leur capacité intellectuelle. Est-ce que pour chaque hormone, justement, t'as plusieurs... Tac, mais pour l'IGF-1, bon maintenant les gens sont assez bien au courant que le mieux c'est l'IGF-1 qui est dans les muscles, plus que l'IGF-1 qui est fabriqué par le foie. Mais la GH c'est pareil. La GH qui circule dans le sang en général, elle est pas, elle est catabolisante, donc catabolisante pour le gras, ça c'est bien, mais quand tu fais une hypoglycémie, elle est catabolisante pour tes muscles. Par contre, la GH qui est produite dans les muscles est nettement plus intéressante. Et celle-là, c'est pas en mangeant moins que elle est sécrétée. Donc, pareil, on peut dire qu'il y a plusieurs testos aussi. Bah, non, enfin jusque là, non, à part la DHT, mais il y a Ouais, une... non, mais... Bah si, si parce que dans les muscles au moins des animaux, c'est beaucoup plus anabolisant. Pour les hommes, ça reste à... Ça reste pour perdre des cheveux, hein, c'est ça? Ouais, bah, entre autres, mais bon, de plus en plus, ils disent qu'il y aura peut-être des bénéfices à la DHT quand même.
Alors qu'on on essaye de nous vendre des anti-DHT. Ah ouais, non, mais le problème c'est que la DHT, elle a un rôle double, et c'est pour ça que c'est beaucoup plus intéressant de jouer sur les récepteurs que la testostérone elle-même, quoi. Ouais, pour l'instant, sur les récepteurs, c'est, comme tu dis, c'est en découverte, quoi. Bah ouais, en découverte, il n'y a pas beaucoup de recherche là-dessus. Ouais, donc ça va pas avancer. Bah non, malheureusement. Donc la conclusion à tirer, donc là, pour l'entraînement d'une heure et demie, en fait, c'est voir comment on Ah se sent et si on est ah efficace, ouais, quoi. non, faut pas juger sur des sécrétions hormonales. Et donc pareil, quand vous lisez un article à la con qui parle que d'une hormone, hein, Faut se méfier, faut se dire que le mec, il a des connaissances qui datent des années 80, quoi. faut surtout pas le lire, quoi. Faut pas le lire, non, mais faut le lire avec. Avec des yeux de rêveur. Bah non, mais je veux dire, faut faire attention à tous ces mecs-là qui ont pas des, qui ont pas des connaissances. Mais non, mais les mecs, ils se rendent pas compte du business de l'écrivain. Le business de l'écrivain, c'est quoi? C'est le mec, tous les mois, faut qu'il écrive, je sais pas, 5000 signes ou 10 000 signes. Le mec, faut qu'il y arrive coûte que coûte. Donc, bah souvent, c'est des banalités. Le mec ne fait aucune recherche parce que c'est plus rapide d'écrire un article sans faire de recherche, etc. Muscular Development, par exemple, il y a un mec qui l'écrit en gros. En gros, pour tous les mecs qui écrivent les articles de pro, les articles d'entraînement, c'est Ron Harris. Et le mec, pareil, il a des connaissances qui datent des années 80, le mec. Mais en même temps, faut dire que c'est dur de se mettre à la page avec ce qui sort, quoi. Ah ouais, mais faut regarder en permanence les trucs qui sortent, faut s'intéresser. Puis attends, la plupart des mecs qu'on fait muscu, c'est pas des intellectuels, hein, malheureusement. Les mecs, ils ont pas traîné à l'université, ils ont pas la mentalité de faire des recherches. Les mecs répètent ce qu'ils ont entendu. Et souvent, ce que j'ai remarqué, c'est que dès qu'il y a une connerie, celle-là, elle est répétée à non plus finir. Ah bah, là, justement, je lisais un livre, et donc j'ai retrouvé toutes les conneries du BE avec l'hypertrophie sarcoplasmique et toutes les saloperies, hein. Donc j'étais très heureux de retrouver ça. Ouais, mais Avec non, les séries de 15 pour l'hypertrophie sarcoplasmique et les séries de 6 pour l'hypertrophie des sarcomères. et non, mais le truc le plus flagrant, c'est que c'est les blessures aux États-Unis, les mecs, ils n'ont aucune, ils sont incapables de voir si les mecs sont blessés ou quoi que ce soit, quoi. C'est pour ça tout ce débat autour de Cutler, alors que c'est hyper simple, quoi. Ah non, Puis, Cutler, ça se voit bien quand même. bah, ça se voit bien, t'as qu'à regarder sur les forums aux États-Unis, il y a un débat terrible pour savoir s'il est blessé, si les mecs ils disent qu'il est blessé au biceps, alors ce qui est pas tout à fait exact, parce que le chef court, il est parfaitement intact, etc., quoi. Donc une blessure du haut du chef-long du biceps, c'est trop avancé pour la plupart des préparateurs, même pas Lumbo, je l'ai entendu me dire des conneries, mais tu te dis mais c'est pas possible, quoi. À propos juste de ça, quoi. Ah, en même temps, faut le voir que c'est le chef long. Tu vois qu'il a un problème de biceps, après... Ah non, mais ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Si t'as étudié la question pendant 5 minutes, tu le vois tout de suite, Ah quoi. ouais, bah faut regarder pendant 5 minutes la photo aussi. Non, pas là, non, mais non, faut avoir étudié la question. Ah, faut bien regarder la photo aussi, c'est ça le truc. Ouais, non, mais la photo, ça c'est, tu le vois tout de suite. Non, mais faut connaître un peu les pathologies des culturaux, quoi. Et ça, il y en a pas beaucoup qui l'ont étudié. T'as pas vu cette vidéo où il y a Eric, comment c'est Farnworth, tu sais, il fait des massages. Ouais, à Cutler, là. Tu l'as vu? Il lui Ouais. dit, t'as pas le grand rond qui est t'as le grand rond qui est un peu raide. Et il lui appuie sur l'épaule, mais je me dis mais il est fou le mec, quoi. Il lui appuie sur l'épaule et tout. Alors évidemment sur le coup, quand ça te rend de la mobilité, un con qui t'appuie comme ça, mais alors c'est bon en rien du tout, quoi. Pour moi, c'est bon en rien du tout. Bah justement, s'il a plus de mobilité, après, c'est comme un massage, quoi. Bah oui, mais attends, quand t'as mal à une épaule et que tu perds de la mobilité, tu t'amuses pas, c'est qu'il y a une raison. Tu t'amuses pas à appuyer comme un fou dessus pour jusqu'à ce que évidemment que tu vas rattraper de la mobilité sur le court terme et puis le lendemain tu vas avoir un mal à l'épaule de chien et puis tu vas avoir encore moins de mobilité que t'en avais. Ah, des fois, ça fait du bien de se masser, tu sais, les trucs automassage. On t'a vu, par exemple, donc, on fait un petit détour, là. Par exemple, tu te masses la coiffe des rotateurs, là, avec ton boudin, là. C'était pas du massage qu'il a fait, le mec il appuyait pour
pour lui emmener l'épaule vers l'arrière alors qu'il avait le bras tendu. Mais c'est des trucs de fou, quoi. Ouais, non, mais pour la petite parenthèse, on t'a vu te masser le. Ouais, bah j'ai vu une vidéo, dans le prochain bouquin on en parle. Donc c'est vrai qu'à l'époque là, donc ça partait là, on voyait dans les vidéos de pro les mecs se faire masser tout le temps et tout. Ouais, bah, il faisait ça à un moment, ouais, je sais pas. On voyait vachement. Et puis là, on a l'impression que maintenant c'est plus ancré dans. Ouais, bah les mecs, Pour tout le monde quoi, de s'automasser après l'entraînement quand on n'a pas un masseur, de se rouler. Ouais, bah non, mais je trouve que c'est pas mal comme technique, c'est pas cher, c'est. C'est vrai que c'est vachement bien, j'en parlais dans un podcast aussi, je trouve que c'est vachement bien ces automassages. Si, bah si, c'est bénéfique. Donc t'en parles dans ton prochain livre. Ouais, enfin pas celui qui sort là des bras, mais le prochain. Donc le prochain qui est Qui est, si les mecs, vous avez pas encore compris le sujet, vu les dessins qu'il fait Frédéric en ce moment. Mais c'est pour ceux qui n'ont pas vu les dessins. Hein? Bah non, mais c'est comment, on peut le dire maintenant, normalement c'est pour janvier, c'est la musculation pour le fight. Ok. Donc et dedans, ça va parler donc en plus. Ça, alors pourquoi il y a ça là-dedans? C'est parce que fallait bien que j'en parle un jour. Donc, alors c'est pas que pour les fighters, hein, mais c'est le bouquin pourra bénéficier aussi à tout le monde. Hein. Donc c'est en gros de la préparation physique du. Non, le muscu. Non, c'est pas. On fait un peu le conditioning par la muscu, enfin grâce aux haltères, au poids et haltères, et puis surtout la musculation. Avec tous les trucs en expliquant essentiellement qu'il faut pas appliquer le bodybuilding au sport. Ok, donc ça c'est janvier. Et donc le prochain pour les bras doit bientôt sortir. Normalement c'est la fin du mois pour les bras, donc à peu près le 15 octobre sur Amazon. Ah bah j'ai vu sur Amazon que ça fait un mois qu'ils me montrent l'image. C'est pas mal. Ouais, mais moi je crois qu'il était déjà en vente. Non. J'ai vu que non. Ah non, parce que Vigo, c'était les vacances, là. Bon, alors on va revenir sur la question d'entraînement. Donc, il y a un mec qui te demande quel est l'intérêt de l'entraînement classique où on travaille les grands muscles plus ou moins à part égale. Donc, c'est-à-dire sans accentuer sur un muscle. Bah, c'est bien quand tu débutes, parce que tu sais pas trop quels sont seront tes points forts, tes points faibles. Donc, 10, 15, voire 20 séries sur les gros muscles, une dizaine sur les petits muscles, le truc un peu bateau. En attendant d'avoir plus d'informations sur comment va réagir ton corps. Et puis voir la structure de tes points forts et de tes points faibles. Après, c'est à partir de ça que tu modules ton entraînement. Et justement, il y a un mec encore qui a une question, c'est les cycles de force sont-ils intéressants dans une optique bodybuilding? Donc le mec il parle de niveau avancé, débutant et compagnie. Et non, ça c'est tous les trucs pareils. Comme je disais, faut pas que pour le fight, faut pas appliquer le bodybuilding au fight. Et pareil, faut pas appliquer des méthodes de sportifs au bodybuilding. Le bodybuilding, c'est très simple. Le jour où tu as de la force, tu forces. Le jour où tu es un peu plus faible, tu t'entraînes plus léger. Mais tu peux pas prévoir à l'avenir à quelle séance tu vas être plus fort et quelle séance tu vas être moins fort. C'est complètement idiot. Ouais, mais le mec... Bon, on prend le mec, en fait, il veut pas appliquer le truc du sport, il veut appliquer en gros le power sur un exercice sur le coucher et faire sa séance normale après, tu vois. C'est ce que j'appelle le sport, le power. Parce que t'as besoin d'être pour une date très précise, t'as besoin d'être à ton plus fort. Ouais, mais là, le mec il veut faire genre un 5x5 sur le coucher et puis faire sa séance normale après, tu vois. Ah ouais, non mais le jour, tu vas pas t'entraîner léger le jour où tu sens que tu vas être super fort, c'est complètement idiot. Et puis si c'est un jour lourd et tu sens que t'as pas beaucoup de force ou t'as été pris dans les embouteillages, t'es crevé, bah, tu vas pas faire super lourd ce jour-là. C'est ça les cycles de bodybuilding. Ouais, mais là ce que tu me dis c'est des trucs que le mec qui est toujours dans les embouteillages en fait est jamais fort quoi. Ah si, il y a des jours où quand même il va être plus fort que d'autres. Tu vois, il a bien dormi, il a bien mangé. Ah mais le mec ouais, mais ça me paraît Un jour il a un peu mal à la tête. Attends, le mec un jour où il a un peu mal à la tête, un peu mal au coude, c'est son jour où il fait lourd. Faut être complètement débile pour faire lourd quand même. Et les jours où c'est léger, tu te sens que t'as de la force, que tu vas pouvoir pousser à fond.
tu vas pas trop tenir. Non, faut arrêter d'être débile, les mecs. Tu fais ce qui est prévu. Imagine le mec qui s'entraîne 3 fois par semaine. Il n'a pas le choix. Il peut s'entraîner 3 fois par semaine. Ouais. Tous les jours du coucher, tous les mardis, il est crevé. Comment il fait le mec? Il fait que du léger sans arrêt, sans forcer? Non, mais j'espère qu'il y a des jours où il est moins crevé que d'autres quand même. Mais attends, le mec tous les jours il est crevé et son cycle lourd et ça va se passer comment? Faut qu'il revoie un peu son style de vie pour pour arriver moins crevé à la salle. Bah ouais, mais ça, c'est des trucs un peu inapplicables pour le mec qui bosse, quoi. Si, c'est que si le mec il est tout le temps crevé à l'entraînement, il va pas progresser du feu de Dieu. Donc Ouais, mais il peut progresser un peu à son niveau, quoi. faut qu'il trouve des combines. Ouais, non mais attends, le mec il est crevé tout le temps et il va faire un cycle lourd dessus. Il va se flinguer. C'est pour ça faut mettre un peu de logique dans tout ça. Les jours où t'es fort, tu fais lourd. Les jours où t'es pas trop fort, c'est là que t'en profites pour faire léger. Mais tu prévois pas à l'avenir. 3 mois avant, le mec il sait que le 15 août, il va être super fort. Ah non, mais c'est ça un cycle c'est ça les cycles lourds, légers. Alors ça marche quand t'as besoin d'être prêt au plus fort, par exemple, pour ta compétition du 31 août. Ben là, évidemment, faut que tu mettes tout en œuvre pour te préparer lentement pour monter graduellement en force. Mais pour bodybuilding, c'est absolument pas ça. Sauf pour les mecs qui préparent les concours. Ouais, mais même sans parler de date, en fait. C'est le mec, genre, tu vois, il fait 100 kilos couché, il veut faire 120. Ouais, puis il va finir avec une pathologie d'épaule. Le mec, ce qu'il veut, c'est des pecs. Il veut pas 120 euros. Ouais, mais bah, il veut des pecs, mec, c'est très bien, les mecs, ils veulent être forts au coucher, ils veulent des pecs, ils veulent être forts et des muscles, Ah quoi. ouais, puis après, ben, il a mal à l'épaule et puis il s'aperçoit qu'il a fait le con. Donc tu t'entraînes pour prendre des pecs, pas pour faire 120 au coucher. L'idéal, ce serait de faire 30 kilos au coucher. C'est comme ça, au moins tu te blesserais pas. Ah, mais c'est vrai. Donc du toujours plus lourd, ça sent la catastrophe qui arrive. Ouais, mais tu dis des choses un peu inapplicables. Ah non, bah si, c'est applicable. Ouais, je dis ça parce que t'as 25 ans de training et que t'as plus Ouais, t'as plus le truc de vouloir pousser, de vouloir prendre de la force et tout. tu te rends compte que vouloir pousser, ça t'amène à nulle part. Déjà, tu trouveras toujours des mecs qui sont plus forts que toi, et puis tu vas t'apercevoir rapidement que t'es pas indestructible. Et une fois que t'as mal, tu te traînes une pathologie. Donc tu es contre les cycles de force, on retient. Non, mais c'est complètement idiot, c'est illogique en bodybuilding et c'est complètement idiot dans l'absolu. Bon, autre Non, mais question. attends, autant jouer au loto, si tu peux prévoir exactement ta force du 23 septembre, bah, tu peux prévoir aussi les chiffres du loto de la semaine prochaine. Hein. Ouais, mais non, mais tu peux prévoir à peu près. Ah, Moi, genre, tu vois, on a un cycle sur le coucher, là, sur le site, par exemple. Le mec, il fait 5 fois, leur première séance, 5 fois 5 à 115, deuxième séance, 5 fois 4 à 118. Bon, bah, le mec, il suit le plan, quoi, ça marche 99% des fois, quoi. bah non, moi je dis, il faut moduler, c'est idiot de faire un cycle, et puis après il fait un cycle léger, le mec. Bah non, après, il reprend son entraînement normal avec ses séries de 8, 10, 12, quoi. Et pourquoi le but de faire 5, c'est quoi? De gagner en force? Bah ouais. Et une fois qu'il a gagné en force, tu crois qu'il aura gagné des pecs? Ah non. En général, surtout si t'as du mal à prendre des pecs, c'est pas en t'entraînant toujours plus lourd que ça va solutionner ton problème. Non, mais le mec est content d'avoir pris de la force. Ouais, bah t'es content. Puis il y a un mec à côté de toi, il fait 180, l'autre il fait 220, il y en a un il fait 300, et puis les meilleurs ils sont à plus de 400. Donc Ouais, mais c'est pour toi, t'es content d'avoir progressé. avec ta petite barre à 100 kilos, ouais, mais mieux vaudrait être content d'avoir pris du pec, quoi. Imagine le mec, je revois le coucher, il fait du coucher à 80 kilos depuis 1 an, ça monte pas. Bah c'est qu'il y a un problème quand même. Ah, mais voilà, le mec il est tout le temps fatigué, il arrive pas à être il est pas en forme, il sent jamais qu'il a la niaque, il est à 80 au coucher. Ouais, non, mais c'est pas un cycle de force qui va lui sortir. Faut qu'il arrive à s'entraîner dans de meilleures conditions. C'est pas un cycle de force qui va résoudre son problème. Ah, la plupart du temps, le cycle marche. Ouais, non, mais le cycle, le mec, il prend de la force, d'accord, mais ça t'a pas forcément donné plus de pecs, ça t'a pas Ah ouais. résolu. Et puis à terme, tu vas te flinguer, donc. Bah justement, la question suivante, c'est est-ce que les séances traumatisantes sont impératives pour développer un muscle
Ou est-ce que c'est infructueux de ne faire que du non traumatisant? Ben non, enfin, après ça dépend de comment? Ça dépend de la génétique du mec, s'il grossit facilement. Non, mais de temps en temps, c'est bien de faire du traumatisant pour essayer de fabriquer des cellules satellites. Donc de temps en temps du traumatisant, quand tu te sens bien, tu peux y aller. Et puis les jours où t'es un peu fatigué, là tu fais un peu plus classique, quoi. Mais tu peux rappeler ce que c'est les cellules satellites pour ceux qui... Ah, c'est des cellules souches qui serviront de précurseurs pour réparer et pour fabriquer des nouvelles cellules musculaires. Donc c'est des cellules souches, on en a une réserve illimitée? Ben non, malheureusement, après c'est la génétique qui fait que, mais en général, plus on a de cellules souches, plus le potentiel d'hypertrophie du muscle est élevé. Voilà, ouais, on peut dire un peu que c'est ce qu'on appelle la génétique Bah, à apprendre du muscle. bah oui et non, sachant que c'est quelque chose qui s'entraîne, les cellules souches. Ouais, il y a toujours des mecs qui en ont plus que d'autres, mais le potentiel de croissance est limité par la réserve de cellules souches. Je sais pas si c'est... Parce qu'il va falloir... C'est juste une question de... comment... quasiment mathématique, pour pas reprendre, aller trop loin. Dans un muscle, contrairement aux autres cellules, dans un muscle, il y a plein de noyaux. Alors que normalement, dans les cellules, il y en a qu'un. Et chaque noyau, c'est un peu comme un château au Moyen-Âge. Il protège un certain domaine de champs, etc. Et il peut pas aller au-delà de son domaine. Donc, pour que le muscle il grossisse, puisque une fois que tu as atteint le domaine du noyau, je sais plus, ça avait un nom un peu scientifique, ce domaine, mais et comment pour que le muscle, tu vois, un noyau, il peut faire que la fibre elle grossit un peu, mais après la fibre elle va être trop grande pour qu'il dirige, pour que le noyau dirige tout le domaine. Donc il faut un deuxième noyau qui apparaît. Et donc ce qui va te donner le noyau pour l'hypertrophie et pour permettre l'hypertrophie, c'est la cellule souche. J'espère que c'est clair. C'est ce qu'on appelle l'hyperplasie? Bah, l'hyperplasie, après, c'est des nouvelles fibres, ce qui est encore autre chose. Non, ça c'est l'hypertrophie pure. Ok. Mais la cellule souche peut sûrement servir pour des nouvelles fibres. Bien que ce soit encore un domaine controversé, mais il mesure ça avec... alors, avant, il comptait les fibres, et ils se sont aperçus qu'ils se sont plantés de façon monumentale à compter les fibres. Donc, comment on sait qu'il y a des nouvelles, comment, des nouvelles fibres qui se créent. En fait, maintenant, ils ont trouvé un truc qui est vachement plus malin, c'est qu'ils regardent l'expression des gènes. Et il y a des gènes qui ne sont exprimés que quand il y a des nouvelles fibres musculaires qui sont créées. Des trucs, par exemple, qu'on retrouve chez les nourrissons, mais pas chez l'adulte. Comme? Tu peux donner, t'as les noms en tête? Non, j'ai plus les noms en tête des gènes, ça n'apporterait rien. Mais quand ces gènes sont exprimés chez l'adulte, ce qui est très rare, ça n'existe quasiment pas, c'est qu'ils fabriquent de nouvelles fibres musculaires. C'est comme ça qu'ils savent qu'on gagne en fibres musculaires, alors que quand on comptait, ils se plantaient à tous les coups parce que ils comptaient que très peu de trop peu de fibres. Parce qu'évidemment, pour compter les fibres, faut en arracher un petit bout. Ah non, mais c'est ça, c'est je sais plus le nom que ça maintenant. Mais ils prennent un espèce de harpon, c'est en gros une grosse aiguille, et ils te la plantent dans le muscle, et puis ils retirent un petit bout de muscle, et puis après ils comptent. Mais en fait, il aurait fallu faire beaucoup de prélèvements pour pouvoir. Au final, tu finis sans muscle, quoi. Non, mais quand même pas. Non, mais attends, t'as un gros harpon qui te rentre dans le muscle, et je sais pas si t'es tellement... ils vont pas trouver trop de volontaires pour piquer. En fait, je crois que pour un muscle, fallait faire 6 prélèvements au lieu d'un. Et des mecs faisaient qu'un seul prélèvement. Donc c'est pour ça que longtemps, on a dit que c'était pas possible de gagner des fibres musculaires. Parce que la méthode de comptage était bidon. Et les mecs se sont plantés. Bon, ils s'en sont aperçus plus tard, mais pourtant, les mecs, ils sont restés avec la conclusion qu'on gagnait pas de nouvelles fibres. Mais quand tu vois un mec comme Coleman, etc., tu peux pas te dire que le mec, il a pas gagné des fibres.
Donc, oui, voilà, on disait, donc l'entraînement traumatisant, en gros, ça sert à activer le nombre de cellules à activer la fabrication des cellules satellites. Et justement, donc là, il y a Fabrice, il y avait une question déjà qu'il a posée le mois dernier, donc qu'il l'a reposée encore. Il voulait ton avis sur les anciennes vidéos de pros, où on voit des mecs qui s'entraînent très différemment. Donc des mecs qui poussent lourd et d'autres rien du tout, comme Nasser qui poussait que dalle. Ah non, 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 attends, il a pas vu toutes les vidéos, parce qu'il a dû voir les vidéos, Ah, celle qui tournait, tu sais, qui était... Ouais, mais Nasser, il y a 5-6 vidéos, et il y a une vidéo hors saison, je sais plus laquelle c'est, il pousse des trucs énormes. Donc Dorian qui était vachement fort, Lebron très fort et Kotler Non, qui non, est moyen, quoi. hop, hop, hop. Où c'est que t'as vu que Dorian il était très très fort? C'est Fabrice qui dit ça, moi j'ai pas trouvé très Ah fort, bon? mais... Non, non, parce que tu regardes au PEC, bon, il fait 180. Moi, je compare, il faut comparer la vidéo d'Ies avec la deuxième vidéo de Flex Wheeler. La deuxième vidéo, non, la première tu veux dire, hein? Non, non, la deuxième, pas la première. C'est laquelle la deuxième? La deuxième, c'est où il est avec Danny Esther, et puis ils sont en train de rigoler. C'est Masse Construction, c'est celle-là ou pas? C'est possible, ouais. C'est celle où il est en débardeur et qu'il pousse. Ouais, mais il est pas avec Charles Glass. Ouais, bah c'est celle-là, C'est celle qui est en il est en couleur. débardeur noir, là. Ouais, ouais, c'est celle qui est en couleur. Et ben, tu compares les poids que Flex Wheeler il prend à quelques jours après Olympia à ceux que Yates il prend alors qu'il est hors saison et très gros. Et ben, tu verras que Yates il s'entraîne pas du tout lourd. Donc tu veux dire en fait que tous les pros sont forts. Non, 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 que Yates, alors c'est lourd dans l'absolu, mais c'est pas très très lourd Yates. Justement, il a un poids qu'il peut contrôler. Parce que tu regardes sur la machine, la Hammer à haute pec, je crois qu'il a 2 plaques et demie. Alors que tu vois Artatoud, on en parlait, il fait un petit rappel pec dans une de ses vidéos où il a 5-6 plaques de chaque côté. Donc il a le triple, et il fait un petit rappel léger. Alors que Yates, il a 2 plaques et demie, et Flex pareil, Flex dans la vidéo, il avait au moins 5 plaques, parce que quand il repose le poids, il y a la plaque du bout, elle tombe. Donc Yates, non, c'est une erreur de dire que Yates s'entraîne lourd, et c'est une erreur de dire que Sambati s'entraînait léger. Faut se méfier toujours de ce qu'on voit en vidéo. Bah, donc si on compare, donc pour continuer la question Fabrice, si on compare Lebron et Cutler par exemple, Lebron il met vachement lourd quand même. Ben, quand il pouvait, ouais, ouais. On voyait au coucher à 220 en faire 3-4. Il faisait Ouais, pratiquement ses séries 10 à 180 à l'incliné. Les biceps il faisait 50, pratiquement 50 kilos par bras. ouais, non, mais là, il a fait ça une fois pour la vidéo. Donc, Non, donc en fait tous les mecs s'entraînent après pareil quoi, tu veux dire. ah, ouais, de toute manière, il y a des moments où il s'entraîne super lourd, ouais. Parce que on voit pas, la plupart des vidéos qu'on voit, par exemple sur X Muscle ou sur sur Mutual Development, c'est pris une semaine avant les compètes. Alors de temps en temps, on a des vidéos hors saison, mais Mais les c'est rare vidéos, parce que les mecs ils veulent pas se montrer de toute façon hors saison. ils veulent pas se montrer, et puis ils n'ont pas vraiment intérêt à se montrer. Les mecs qui filment Mutual Development, par exemple, faut qu'ils quand même ils déplacent un caméraman, etc. à au fin fond du Texas. Donc tout ça fait qu'on a surtout des vidéos qui sont faites quand les mecs sont très secs à une semaine du concours. Donc faut se méfier de l'entraînement que tu vois à ce moment-là, quoi. Faut pas en tirer de conclusion. Faut vraiment regarder les vidéos qui sont faites hors saison, puis faut en voir plusieurs pour essayer de dégager des règles. En gros tu deviens pas énorme sans être fort quoi. Ah, les mecs, non mais les mecs, attends, les mecs sont énormes en ce moment et la plupart des culturaux sont très 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 forts. C'est pour ça qu'ils développent des pathologies improbables après. Mais les mecs, si, les mecs sont très 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 forts. Justement j'aimais bien l'exemple des épaules parce qu'à à l'époque là quand on voyait Lebron qui mettait 160 aux épaules, tu disais que c'était énorme, alors toi t'étais déjà vachement fort, tu disais que tu mettais à une centaine quoi. Bah ouais, quand tu mets 100 kilos déjà, ouais, attends, les mecs, qui c'est qu'on voyait, ouais, est-ce que c'était Cutler, déjà, enfin une vidéo peu de temps avant Olympia, il faisait du développé devant avec des poids, il y avait au moins 140, 160.
Et ils t'enfilent ça comme ça, les mecs. Je me souviens comment il y avait Santopani, alors il était encore amateur. Il avait sa première série de développés devant la nuque. Il prenait la barre à vide, la deuxième 100 kilos, boum. C'est l'échauffement? Ouais, c'est l'échauffement. Non, il disait justement, je m'échauffe pas. J'ai mal aux épaules, je ferai peut-être que je m'échauffe. Ça dans la vidéo. Je trouvais ça très drôle. Et Bon. le mec, comme ça, il passe à 100 kilos avec une facilité. Non, les mecs sont super forts. Ouais, mais c'est vrai que quand on les voit dans les vidéos, on a pas de façon qu'ils soient vraiment super Mais- forts. Tu les vois faire les bras, ils prennent pas... Mais je te dis, la vidéo, en général, elle est prise une semaine avant la compétition. Donc, ou sinon, le mec, comme ils ont déplacé le caméraman, le mec a enchaîné 3 entraînements d'un coup. Parce que il faut rentabiliser le caméraman et donc ça, il l'explique dans la vidéo. En général, si t'écoutes ce qui se dit, mais la plupart des mecs comprennent pas, puis après ils tirent des conclusions. Le plus drôle que j'ai vu comme ça, c'est un powerlifter. Le mec, il avait un monolift, donc un monolift pour les squats. J'espère que tout le monde sait à peu près ce que c'est. Donc c'est un repose-barre en fait, sans qu'on ait besoin de bouger. En fait, c'est lui qui bouge. C'est le repose-barre intelligent. T'as pas besoin de reculer comme un con avec ta barre au squat. C'est le rack qui bouge plutôt que toi. Ce qui est quand même très intelligent. Et donc c'est pas un culturo qui l'aurait inventé. Et le mec, il est dans son monolift et il recule. Alors on a eu une remarque d'un internaute très finot qui disait « Ah, quel crétin, il sait même pas se servir d'un monolift ». Sauf dans la vidéo, le mec expliquait « Je prépare une compétition en Russie et là-bas on n'aura pas de monolift. Donc c'est pour ça que je dois m'entraîner à reculer. » Donc qui c'est le crétin? L'internaute qui croit avoir tout compris, mais comme il comprenait pas l'anglais, il est incapable d'analyser la situation, ou le powerlifter. Donc c'est pour ça méfiance. Bon, bah Michael, ça avait déjà 1h02. Bon ben voilà. Ça s'est passé méga vite. On n'a pas encore vu le temps passer. Donc il reste encore une tonne de questions. Donc on va essayer de traiter dans 2-3 semaines pour la suite. Donc je crois qu'on peut conclure méfiance des conclusions hâtives. Pour résumer le podcast d'aujourd'hui. Donc justement dans le suivant, il y aura une question sur les exercices au poids de corps. Exprès pour toi. Bah, faut demander ça à Delavier, c'est son grand truc maintenant. Ouais, j'ai vu les vidéos là, il fait des muscle-up et compagnie. Il s'amuse bien, il y a un mec justement qui lui dit que c'est pas très fluide. Non mais non mais pareil, méfions-nous des conclusions. Parce que là, dans la salle, on le voit, c'est les barres des vis-à-vis, et les barres des vis-à-vis, toi, t'as la barre d'un côté, t'as un trou, et la barre de l'autre côté. Alors que les muscle-up, quand t'arrives à moitié du mouvement, en fait, tu poses tes abdos sur la barre, et c'est ça qui te fait faire une bascule, et tu remontes. Et donc, quand la barre, elle est ouverte au milieu, tu peux pas faire la bascule. C'est pour ça que le mouvement, il est pas fluide. Mais dès qu'il aura une barre qui va de part et d'autre, tu verras que c'est plus fluide et il en fera plus. Donc, nous parlerons des exercices au poids de corps dans Méfions-nous des conclusions hâtives. Ouais, non, mais il fait pas que ça parce qu'il s'entraîne c'est pareil, on le voit pas, mais il s'entraîne en lesté entre deux pour gagner de la force. En traction? Ouais. Ouais, parce qu'il veut faire il potentie. Non, bah non, mais tu t'entraînes, t'essayes de t'entraîner un peu plus lourd, que c'est ça qui te fait progresser. C'est ça qui te fait progresser, c'est quand tu t'entraînes un peu plus lourd que parce que là, en fait, il fait pas ça pour s'entraîner, etc. C'est qu'il prépare les concours. Mais pareil, des concours de quoi? Bah, de traction, t'as bien vu qu'au FIBO... Ah, dans les salons. Entre autres, non, mais je crois qu'il veut faire les concours aussi, que les mecs, il avait mis une vidéo, maintenant il y a des concours dans les banlieues, etc. Ouais, ils appellent ça, ouais, j'ai vu ça aussi. Des street workouts. Voilà, ouais, c'est ça. Et donc, pourquoi il s'entraîne au poids de corps? C'est parce qu'il, c'est pas pour l'entraînement au poids de corps ou quoi que ce soit, c'est parce qu'il prépare les concours. Mais il s'entraîne beaucoup lesté. Tu veux nous dire qu'il se fournit chez Ikea, on a compris.
Bah là, non. Bah, je sais pas, t'en as vu beaucoup chez Ikea faire des muscle-up. Ouais. Parce que c'est difficile le muscle-up. J'invite tout le monde. Alors, faut faire attention à la hauteur de plafond, hein, Là, avant non, tu te cognes d'en la faire tête. un. Mais comment essayer. Et puis après, on en reparle. Mais non, mais il veut faire tous les concours de traction. C'est pour ça qu'il se prépare comme ça. Parce que Mm. là, sur les mecs critiquent ses tractions, mais sur le même concours, donc les mêmes critères de jugement, à Olympia 2 années, à l'Arnold, je crois que c'est 1 ou 2 années, en Angleterre au FIBO, il y a qu'un mec qui l'a battu et qui a fait une rep de plus, c'est tout, aux tractions. Donc, il veut rafler. Ben ouais, il veut l'éclater la prochaine fois. Donc voilà pourquoi il fait, mais il fait pas du comment. Il fait pas du poids de corps parce que c'est plus efficace ou quoi que ce soit. C'est uniquement parce qu'il prépare les concours. Donc, méfiez-vous des conclusions hâtives. Voilà. Attention aux conclusions hâtives. Bon, bah, nous souhaitons donc une bonne écoute à tous nos auditeurs. Bonne réflexion. Et à bientôt sur Super Physique. Au revoir. Salut!